Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je réagis à des avis sur des films ou des jeux vidéo, et en l'occurrence là ce sera un film, mais un film tiré d'un jeu vidéo. Donc on est un peu dans les deux catégories, et ce film c'est, attention, ça vient de sortir, et c'est Return to Silent Hill de Christophe Gans. Alors, compliqué, ça va être compliqué d'en parler, c'est un film qui est très décrié, mais on va voir à travers les avis sur quoi on peut rebondir, et je donnerai le mien au cours de la lecture. Donc j'ai pris une critique à 6. On ne va pas se mentir, le deuxième Silent Hill de Christophe Gans n'est pas un sans faute, loin de là même. Mais si on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, il faut bien reconnaître que c'était déjà le cas de son premier épisode, pourtant fortement glorifié au fil des années. Il était maladroit, rempli de personnages clichés, son histoire était un peu déceptive, et l'ensemble ressemblait plutôt à une excuse pour passer de monstre culte en monstre culte dans les décors du jeu. Je vais vite revenir sur le premier parce que j'ai très peu de souvenirs, je l'ai vu qu'une fois à la sortie, en 2006, quand il est sorti au cinéma, et j'avais ressenti vraiment un film creux, beau mais creux, et effectivement il est glorifié parce que c'est vrai que dans les adaptations de jeux vidéo, c'est quand même un film qui est très fidèle, qui est très sincère. On sent que le réalisateur ne s'est pas foutu de la gueule du public comme à l'époque quand il sortait Street Fighter ou Super Mario. Je pense pas qu'à la base ce soit un grand film. Maintenant il y a quand même des qualités de mon souvenir, notamment, on va revenir dessus, mais je pense qu'au niveau du budget et du casting, on avait quand même quelque chose de plus prestigieux dans le film de 2006 que le film de 2026. Gans avait fait tous les efforts du monde pour réussir à capturer l'essence de cette saga si difficile à adapter, et la différence avec le catastrophique Silent Hill Révélation, sorti quelques années plus tard, crève l'écran. Toutes ces longues introductions pour vous dire qu'au fond, je pense que Return to Silent Hill a basiquement les mêmes défauts, mais aussi les mêmes qualités que Silent Hill premier du nom. Mais peut-être que cette fois-ci, 20 ans plus tard, dans un monde où les adaptations de jeux vidéo en film et en série sont de plus en plus qualitatives, et où le marché de l'horreur populaire s'est vraiment surpassé et propose aujourd'hui du contenu bien plus apte à nous émouvoir et à nous prendre aux tripes, les qualités de Return sont peut-être moins perceptibles. Donc là, red flag direct. Le cinéma d'horreur populaire, bon, il est génial depuis la nuit des temps. Donc non, c'est pas en 2026 que Silent Hill, Return to Silent Hill a plus de concurrence à ce niveau-là. Même si j'adore les films actuels d'horreur, je trouve qu'il y a des grosses claques. Mais il aurait pu sortir à n'importe quelle décennie du 20e ou du 21e siècle, qu'il aurait eu des comparos avec d'autres films géniaux d'horreur. Quoi qu'il en soit, avec ce film, Gans propose une interprétation toute personnelle de Silent Hill 2. Je dis personnelle pour deux raisons. La première est artistique. Gans a toujours eu un style bien à lui, et quiconque a déjà vu son Silent Hill d'il y a 20 ans se sentira à la maison. C'est une démarche très contemplative qui prend son temps, sait être silencieuse et reposer longuement sous les bruits ambiants et les musiques pour créer une atmosphère. Quant à la ville, elle sera en grande partie réalisée en CGI, que ce soit dans sa teinte cendrée ou rouillée, ce qui pourrait fortement déplaire, mais de mon côté, j'avoue que je lui trouve un certain cachet. On va parler visuel. Tout ce qui touche le visuel globalement, c'est-à-dire que ce soit les décors, les effets spéciaux et le casting. Donc pour moi, il y a un problème de casting, mais j'ai jamais vu un casting dans une grosse prod comme ça. Alors ça, c'est pas une prod immense, mais quand tu es Christophe Gans, quand même, tu as travaillé avec des grosses pointures au niveau des acteurs. Là, tu te retrouves avec des persos, mais c'est juste pas possible, hein, aucun charisme. Et donc, du coup, l'empathie pour le héros. Déjà elle prend un sale coup au début, et aussi les costumes, c'est pas possible, c'est la Japan Expo, mais les perruques, les fausses barbes, alors de ce côté là c'est indéfendable non seulement, mais incompréhensible en fait, parce que même dans un film à plus de 20 millions, c'est pas possible, c'est du jamais vu quoi. Enfin, vous pouvez regarder n'importe quel phone footage à 1 million d'euros, enfin on a des personnages, c'est pas du grand acting, mais on a vraiment pas des trucs comme ça qui peuvent nous sortir du film dès les premières minutes quoi. Et à chaque apparition des persos quoi, parce qu'il y a tous les persos du jeu, il y a Laura, il y a Angela, la perruque c'est juste pas possible, il y a Maria, la perruque c'est zéro, le costume c'est ni fait ni à faire, parce que je veux bien que tu refasses le même costume que dans le jeu, mais peut-être ça marche pas quoi dans un monde réaliste. Enfin, non, c'était juste pas possible. Mais après, alors en ce qui concerne, oui, la ville, moi j'ai pas eu de défaut, de soucis. Il y a eu quelques CGI pas top, mais on a vu pire dans des grosses productions cette fois. Les Marvel, les DC, là. On a vu quand même pas mal de trucs. Silent Hill, sur ce côté-là, production design, des décors
vraiment que des décors et des effets spéciaux, j'ai franchement rien à redire. Hein. Les créatures sont vraiment pas mal. Pyramid Head a une très très bonne dégaine, enfin il est nickel, hein, il est fait comme dans le jeu, et de ce côté-là, il est très réussi. Il est vraiment massif, voilà, c'est vraiment l'aspect bourreau et lourdeau est bien retranscrit, et les autres créatures aussi, alors c'est tout en CGI quasiment. Voulu ou non, tous les effets numériques qu'il applique à l'écran participent à créer un décalage avec la réalité qui renforce l'esthétique et la perte de repères qu'il veut mettre en scène. Honnêtement, même si on sent que le film est réalisé à l'économie, je trouve que son esthétique est l'une de ses plus grandes forces. Certains décors dans les appartements, comme les appartements, l'hôpital et le labyrinthe, sont jonchés de plans magnifiques où Gans s'amuse avec les couleurs pour créer de très beaux effets. Même quand l'Otherworld semble envahir la ville, il y a plein de moments de contemplation salutaire où on se surprend à apprécier le look de la ville. Et puis James erre en silence. La douce mélancolie propre à cet épisode est souvent bien retranscrite. Je vais revenir vite fait. Donc il y a 2 trucs qui me font tiquer. Alors cette phrase-là. Donc tous les effets numériques qu'il applique à l'écran participent à créer un décalage avec la réalité. Alors le problème, ça, même si j'y ai pensé pendant le film, je me suis dit ok, les costumes ça fait tâche, tel effet ça fait tâche, ok, mais il y a ce côté un peu monde imaginaire, donc ça passe. Oui et non, moi ça dépend, si t'es surpris par quelque chose et que tu rigoles parce que la perruque elle est mise de travers ou la barbe elle se décroche, je trouve que c'est mal foutu quoi. Il y avait eu cette excuse sur The Flash là de Muschietti qui avait dit ouais les effets spéciaux sont moches mais c'est parce que c'est comment dire, la réalité elle est altérée donc c'est normal. Et là j'ai l'impression qu'il utilise un peu cet argument là pour défendre le côté parfois cheapos quoi. Et après l'autre truc que je voulais dire c'est quand il parle de James erre en silence, moi c'est un peu ce qui m'a un peu gêné, c'est que ça s'enchaîne trop vite en fait. Je trouve pas qu'il y a cette errance. Une grande partie du film, même si ça diffère quand même du jeu, on dirait qu'il a juste collé les cinématiques les unes après les autres, sans trop de cohérence, pas non plus catastrophique. C'est-à-dire que le film a quand même une structure plutôt correcte. Hein, alors peut-être si on creuse, on peut trouver des gros défauts à ce niveau-là, mais moi ça m'a pas choqué plus que ça. Mais oui, il y a quand même cet enchaînement vraiment trop rapide. On sent l'adaptation derrière en fait, c'est ça le problème. On sent l'œuvre originelle. Je sais pas, moi j'ai eu beaucoup de mal à me détacher, je connais très bien le jeu. J'ai eu beaucoup de mal à me détacher du jeu. Et pourtant je suis contre le fait de faire des comparos sur des adaptations parce qu'un film est une entité propre. Mais là, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas faire le comparo. Et du coup, sans le gameplay et tout ce qu'apporte le côté important d'avoir la manette en main, qui n'existe pas. Il y avait eu j'avais eu ce problème sur le premier Silent Hill. Et là, je trouve que ça m'a fait un peu le même effet. La deuxième raison est scénaristique. Lors de la session de questions-réponses qui a suivi la séance, Gans a longuement eu l'occasion de détailler toutes les modifications scénaristiques qu'il a appliquées de sa propre impulsion au récit original. Donc ça, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me dérange pas que 20 ans après, on sorte un récit... Alors, bien sûr, si on fait une adaptation, c'est pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on veut raconter qui est dans l'œuvre originale, hein, bien sûr. Mais qu'on diffère un peu... Là, je trouve que voilà, il a voulu différer. Je trouve que c'est beaucoup moins impactant que le jeu. Je trouve que les changements en fait qu'il a fait, moi j'aurais été d'accord qu'on fasse des changements, mais pour améliorer ou être au niveau du jeu. Là, le problème, c'est qu'il a fait des changements beaucoup moins impactants que ce que raconte l'œuvre originale, donc Silent Hill 2. Et ce qui est très intéressant, c'est que le travail d'adaptation qu'il a réalisé est essentiellement basé sur sa propre interprétation de Silent Hill 2. Comme il le dit si bien, ce qui fait la force de ce jeu, c'est qu'on n'y verra pas les mêmes choses, qu'on n'y projettera pas les mêmes émotions et qu'on comprendra sa propre version de l'histoire. Il insiste lourdement sur le fait que Return to Silent Hill est bien son interprétation de Silent Hill 2. D'accord. Sur certains points, c'est amusant d'y voir des parallèles avec des interprétations que j'ai pu lire sur Internet, et sur d'autres, c'est tout simplement la première fois que je vois quelqu'un mentionner cette compréhension-là de l'histoire. Mais le mieux, c'est que ça apporte des réflexions intéressantes qui m'ont fait réfléchir à Silent Hill 2 sur un nouveau regard. Et franchement, rien que pour ça, je trouve que le film vaut le coup. Alors moi, je trouve que non, justement, parce qu'encore une fois, les changements sont moins impactants, mais c'est intéressant de dire qu'en fait, lui, il a vu ça, ce qu'il a mis dans le film, il a vu... c'est ce qu'il a interprété lui-même du jeu. Mais... il y a quand même des trucs dans le jeu qui sont racontés
comme c'est, quoi. C'est-à-dire que pas forcément interprétable. Je vais pas rentrer dans l'histoire du jeu, mais le personnage du jeu est quand même un peu plus antipathique, en fait. Et il a quand même des trucs à se reprocher. Et là, dans un film d'horreur populaire, on a voulu rendre le personnage un peu moins, comment dire, ambigu. Et un peu plus du côté positif, alors qu'il avait des côtés assez négatifs dans le jeu. Voilà, donc je peux comprendre cette adaptation. Partout dans le film, la patte d'un réalisateur scénariste qui surkiffe le jeu se sent, et quand on le vénère soi-même, c'est assez gratifiant. J'ai beaucoup aimé revoir certains décors, ça fait vraiment son petit quelque chose. Les niveaux sont d'ailleurs plus intéressants à voir que la ville en elle-même, mais l'ensemble ne démérite pas. De la même manière, les monstres réussissent à déranger à nouveau. Le fait de ne pas se baser exclusivement sur Pyramid Head et les infirmières aide beaucoup, d'autant plus que certaines des nouvelles créatures sont très réussies. Alors, si tu te bases pas sur Pyramid Head, le problème c'est que tout l'essence du jeu quand même se base sur Pyramid Head en fait, qui est un reflet du perso principal. Et les infirmières, je veux bien. Alors le problème des infirmières, il n'y a qu'une scène avec les infirmières. Je pense qu'on peut la sortir du film facile. Il a mis les infirmières parce que les infirmières c'est quelque chose de mythique de Silent Hill. C'est pour ajouter une péripétie horrifique. Parce que dans le film effectivement on est très peu dans l'affrontement en fait. Et alors cette scène des infirmières, à la limite, bon, je peux la rapprocher quand même du jeu, malgré tout. Parce qu'il y a ce côté un peu, je suis frustré, donc je tabasse tout. Et c'est ce qui se passe dans le jeu, et ce qui se ressent dans le gameplay du jeu. Donc ça c'est fort, c'est vraiment... Le jeu, on peut pas dissocier vraiment le gameplay de l'histoire. Tout est raccord, que ce soit avec les décors, les ennemis, les énigmes, etc. Tout a un sens. Et voilà, et le problème dans le film, c'est que forcément, il n'y a pas l'impact qu'on ressent en tant que personnage du jeu, puisqu'on lui enlève une substance, une dimension, qui est celle du gameplay. Au niveau des séquences du jeu particulièrement bien retranscrites, celle de James caché dans son placard observant Pyramid Head faire ses affaires est assez forte. De même, le combat contre Abstract Daddy m'a traumatisé. J'ai trouvé la représentation de cette créature vraiment très intelligente, et la mise en scène qui l'entoure bien que très courte et très puissante. C'est de loin le moment du film qui m'a le plus touché. Je trouvais ça assez intelligent, d'autant que je me suis laissé surprendre car je ne m'attendais pas à une représentation si frontale des thèmes qui entourent cette histoire. Bon, maintenant j'ai été suffisamment positif, il est temps de dénoter un peu. Si je trouve que la proposition artistique et scénaristique est bien celle de quelqu'un qui a compris Silent Hill, donc comme je le disais, on a les mêmes qualités que sur le premier film, le film accumule en revanche un certain nombre de maladresses et de mauvais choix qui tirent le film vers le bas. Après, on ne prend pas un film en disant ouais, il a compris, enfin on s'en fout quoi. Nous, ce qu'il faut faire, c'est un bon film. On n'est pas là en train de se dire ok, est-ce qu'il a compris le jeu d'il y a 20 ans, que peut-être il y a des gens qui l'ont jamais fait, ils savent même pas ce que c'est. On s'en fout, il faut que le film soit bon et que la structure scénaristique soit cohérente et prenante, et qu'on ait un film d'horreur quand même. Et c'est le problème de Christophe Gans, c'est qu'il sait pas vraiment faire un film d'horreur en termes de peur. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu as peur dans ce film, parce que encore une fois, il modifie la trame du film, la trame du jeu, en la rendant trop abstraite. On sait que le jeu c'est la signification d'un trauma, etc., et que c'est quelque chose de très psychologique, mais le monde est tangible, il existe vraiment parce qu'on joue dedans. On est présent dans le jeu. Là, on nous rajoute des trucs vraiment qui ressortent, qui fait vraiment un décalage entre réalité et psychologie et tout ce qui peut être interne à ses pensées à lui, qui fait qu'il n'y a plus aucune empathie. On est limite rassuré de se dire que, ouais, en fait, est-ce qu'il vit vraiment là-dedans ? On est plus en train de se dire, bon, il court pas vraiment de danger, en fait. Donc pour un film d'horreur, c'est bien de faire un truc psychologique, mais qu'on croit quand même à la menace qui est en face de lui, même si cette menace est une représentation mentale. Pour commencer, il y a un assez gros problème de rythme, donc c'est ce que je disais, je pense qu'il va aller sur le fait que ça va trop vite, non pas qu'il soit trop lent et qu'on s'ennuie, non, c'est même plutôt le contraire, ouais, on s'ennuie pas. En réalité, j'apprécie son rythme effréné qui nous laisse aucun repos. Quand il se prête à l'exercice, je le trouve très bon, mais je trouve que l'immersion dans Silent Hill est trop souvent coupée par des scènes annexes. Les flashbacks, intéressants et malins sur le papier, sont bien trop rapprochés les uns des autres et nous sortent de l'horreur. Il en va de même, et peut-être en pire pour les passages où James téléphone à quelqu'un de l'extérieur. Toutes ces séquences sont trop nombreuses et au-delà cassent le rythme horrifique. Ce sont aussi des pans de scénario les moins intéressants. Voilà, c'est ce que je disais, que voilà, tout ce qui ramène à une réalité, en fait, ça rend le film moins
moins intriguant, moins prenant, moins immersif. Et moins flippant du coup, parce que si on n'a pas l'immersion du personnage principal, si on n'est pas à sa place, ça marche pas quoi. En plus du casting, encore une fois, hein. Enfin, c'est un gros défaut du film. Là pour le coup, c'est peut-être un fan réfractaire au changement qui vous parle, ce n'est pas un spoil car je ne révèle pas la finalité, mais je vais quand même mettre une info sous valise pour vous éviter de gâcher la surprise. Ouais, bon, il parle d'un élément qui est dans le lore de Silent Hill et qui a été développé, je crois, dans le premier c'est sûr, et peut-être dans le 3 et le 4, je sais plus, mais qui n'était pas présent dans le 2, mais il a rajouté là-dedans. Donc pourquoi pas, mais ça enlève un peu trop le côté personnel en fait, je trouve. Ça enlève vraiment en fait le personnage, donc le héros a perdu sa femme d'une maladie, et là il y a une explication sur la maladie qui n'est pas présente dans le jeu déjà. Et voilà, c'est complètement... Enfin, pour moi, juste ça fait un peu film de série B cliché. Moi, j'adore les séries B, mais là, je trouve que ça colle pas, quoi, parce que ça rabaisse vraiment le film dans un truc où on n'y croit plus du tout, alors qu'une maladie comme ça, mais qui sort de nulle part, genre complètement gratuite et injuste, pour moi, c'est beaucoup plus impactant dans la perte et dans le deuil, en fait. Et dans le côté folie et traumatisme que va ressentir le perso principal, qui a perdu sa femme là-dedans. Il y a une grosse différence sur la fin au sujet de la grande révélation finale du jeu pour les connaisseurs qui change mine de rien pas mal de choses et m'a laissé interrogatif. On touche là la dissonance amusante. Le film est à la fois très très fidèle au jeu et très différent. Quand on connaît beaucoup le jeu, c'est donc très bizarre. On ne nous met pas dans des conditions qui permettent d'accepter qu'on raconte une histoire différente quand en parallèle tant de scènes sont reconstituées à l'identique. Ouais, c'est vrai que ça c'est peut-être très, très pertinent de le dire, c'est que si tu veux différencier, c'est vrai que c'est compliqué en fait de te détacher du jeu si en même temps il est ultra fidèle dans son déroulement et dans les scènes, parce qu'il remake vraiment les scènes du jeu à certains moments, et puis d'un coup il te balance un truc qui a plus rien à voir. Ça marche, hein. Ça marche, et je pense que ça marche pour quelqu'un qui connaît pas le jeu. Je dis pas que c'est des mauvaises idées, mais c'est vrai que c'est bancal en fait. C'est bancal et c'est compliqué, encore une fois. Moi je parle toujours d'immersion, mais c'est le point principal d'un film d'horreur, parce que c'est par là que les sensations vont arriver. Donc via le personnage principal. Le problème c'est que si tu changes trop de trucs et que tu rajoutes des sous-intrigues par-ci par-là en mettant du mystère, en fait, j'ai l'impression que le côté trauma, il prend le pas vraiment sur l'horreur et sur les affrontements que doit subir le héros. Parce que c'est un film de monstres, en fait. On est quand même on a des créatures monstrueuses. On fait disparaître tout ça, tout l'aspect vraiment survie, juste pour montrer, pour coller les significations et les symboliques des péripéties que rencontre James. Donc ça rend le film un peu plus light, malheureusement, et le problème c'est que Silent Hill 2, le jeu est loin d'être light, quoi. C'est l'inverse, c'est un truc vraiment très très solide. C'est aussi l'un des gros défauts du film. Et pourtant, Return to Silent Hill est bien un autre Silent Hill 2. En soi, prise en tant que telle, je trouve son histoire convenable, elle fait le taf à ses moments forts, je pense que sa fin reste émouvante. J'ai davantage de soucis avec la façon dont certaines choses sont faites. Je sais pas s'il va en parler après, mais il y a la scène la plus importante pour moi du film, et du jeu, hein, parce que ça, c'est une scène de remake du jeu, modifiée pour certains aspects sur lesquels je vais pas rentrer, mais c'est la scène où il a la fameuse fausse barbe. Je sais pas si vous avez vu sur internet... Taper Silent Hill 2 Return to Silent Hill barbe, c'est une catastrophe, quoi. C'est la scène la plus touchante qu'on attendait, la plus impactante, et il a la fausse barbe on dirait qu'elle se décolle, quoi. Enfin voilà, moi quand j'avais vu cette barbe, je croyais que c'était dans un flashback, mais genre un truc qui allait durer 30 secondes ou 2-3 minutes, mais un flashback vite fait, quoi. Non, c'est dans c'est dans la scène la plus importante du film, quoi, et du jeu. Donc c'est triste. C'est triste et je comprends pas que ce soit passé, en fait. Ça, c'est vraiment des trucs, des défauts artistiques. L'art, c'est compliqué, mais il y a des défauts quand même. Des défauts qui se voient quand même, comme le nez au milieu de la figure, quoi, ou comme une barbe qui se détache, quoi. Et là, je comprends pas que ça soit passé, quoi.
On continue, j'ai parlé du rythme, mais il y a aussi le fait que Gans est un réalisateur qui va à fond, quitte à virer dans le pathos par moment et à éviter toute subtilité. Je trouve les réactions d'Angela un peu exagérées, même chose pour toutes les scènes où James, dépressif, boit pour oublier, se laisse pousser la barbe et fait un peu le gros émo en peignant tout et n'importe quoi en plein orage. C'est vraiment too much et je n'arrive pas à le prendre au sérieux. Voilà, là, il parle de l'alcool, mais l'alcool, ça a une importance, enfin, c'est des pistes en fait. Là, il est alcoolisé parce qu'il a perdu sa femme, etc. Mais dans le jeu, il y a plein de trucs où on se dit, attends, mais il est alcoolisé parce qu'il a perdu sa femme, ou est-ce que c'est un mec qui a l'habitude de boire et qui est assez toxique dans le couple? Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut se poser, des questions. Et là, voilà, c'est juste balancé comme ça parce que c'était dans le jeu où ça fait un peu cliché, quoi. C'est juste le mec bourré, dépressif. Ça ne permet pas d'enrichir l'œuvre comme l'avait fait le jeu. Il parle d'Angela, elle a une perruque aussi. Bon, je l'ai déjà dit, je crois. D'ailleurs, en comparaison des jeux, l'histoire est vraiment surexpliquée et ne laisse absolument aucune place à la relecture et à l'interprétation, à part peut-être son épilogue, que Konami lui a demandé de rajouter. D'accord. Alors l'épilogue, il reprend 2 fins du jeu. Il a mixé 2 fins du jeu, parce qu'il y a plusieurs fins dans le jeu. Je crois qu'il n'y en a que 3 vraiment, on va dire, canons, quoi, qui sont vraiment importantes, et après il y en a d'autres qui diffèrent vite fait, mais elles collent quand même à ces 3 fins principales, et lui, il en a collé 2 à la suite, on va dire. Enfin, il a fait un mix des 2. Et au-delà des différences narratives dont on peut m'accommoder, ce sont ces aspects que je regrette le plus. C'est un film rempli de bonnes idées, d'excellentes intentions, qui est visuellement très fidèle et qui, dans son essence, réussit à capturer une partie de ce qui rend les jeux uniques. Mais en précipitant son histoire, en surjouant les émotions dramatiques de son héros et en surexpliquant un peu tout, on en fait un film un peu bancal, grosso modo un peu le même genre de défaut que le premier film. Ben moi, le problème, c'est quand il dit réussir à capturer une partie de ce que rend les jeux uniques. Pour moi, quand tu fais une adaptation, même si tu n'es pas fidèle, pour moi, si le projet est réussi, c'est que il aurait le même impact en tant que film que Silent Hill 2 a eu en jeu. C'est-à-dire que Silent Hill 2, c'est un des plus gros survival horror, un des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Pour moi, la fidélité, elle doit être là-dedans. Elle doit pas être forcément dans le récit ou dans quoi que ce soit d'autre. Elle doit être dans le fait de dire, regardez, Silent Hill 2, c'est un des plus gros jeux. Vous connaissez pas, vous avez pas vu, parce que vous n'êtes pas joueur, ou vous êtes joueur occasionnel, mais vous n'avez pas joué à ce jeu. Je vais vous présenter ce que c'est Silent Hill, et je vais le rendre... je vais lui rendre ses lettres de noblesse à travers un autre art, qui est le cinéma. Et je vais faire un des meilleurs films d'horreur de la même façon que Silent Hill 2 est un des meilleurs films, est un des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Je trouve que ça colle pas de dire qu'il réussit à capter même pas une partie, quoi. Tu vois, même pas la moitié de l'importance qu'a Silent Hill 2 dans le jeu vidéo. C'est pareil avec l'adaptation de Last of Us. J'aime bien la série Last of Us. Je trouve ça cool. Mais pour moi, elle représente pas vraiment l'impact vidéoludique qu'a eu ces 2 jeux, qui ont eu ces 2 jeux sur les joueurs, quoi. En précipitant son histoire, en surjouant les grosses émotions dramatiques de son héros et en surexpliquant un peu tout, on en fait un film un peu bancal, grosso modo, un peu le même genre de défaut que le premier film. En somme, il n'est ni excellent ni complètement raté, je lui trouve beaucoup de qualités que je suis heureux d'avoir trouvé ici puisque c'est l'adaptation de mon jeu préféré. Mais nous sommes tout de même dans un cas un peu étrange. Ceux qui connaissent le jeu vont être un peu comme moi, partagés entre les bons et les mauvais côtés. Mais par contre, je me demande vraiment ce que vont penser ceux qui n'ont pas joué. Si je me projette, je pense que les défauts de structure et de tonalité m'auraient sans doute encore plus dérangé si je ne connaissais pas le jeu. C'est un peu ce qui m'arrivait à l'époque quand j'avais découvert le premier sans avoir joué au jeu, et que je n'avais que moyennement aimé du coup. Voilà, donc ça c'est le truc complexe de se projeter sur quelqu'un qui a jamais fait le jeu. C'est compliqué parce que surtout qu'il reprend, encore une fois, je le répète, il reprend les mêmes scènes, il remake les mêmes scènes. Et nous, quand on a fait le jeu, on a déjà des indications sur quasiment ce qui va se passer. Voilà. Mais le problème, quand t'es comme ça, tu sais pas si t'es vierge de toute info, le film est bien construit, en te disant, attends, peut-être il a oublié des dialogues qui expliquent tel ou tel truc, il a raté l'exposition, j'en sais rien. Donc c'est très très compliqué quand tu adaptes un film à la lettre, un jeu à la lettre, pardon. C'est très compliqué de se dire est-ce qu'il manque des éléments, parce que nous on les a en tête en fait, en ayant fait le jeu et en connaissant le jeu très bien. On les a en tête, donc elles nous paraissent naturelles de voir cet enchaînement de scènes. Mais voilà, quand t'as pas joué au jeu, c'est compliqué de se dire en fait ça peut être un défaut d'avoir joué au jeu pour le film, et ça peut être à la fois une qualité, puisque ça
ça lui donne des... Enfin, on a déjà des pistes qu'il n'a pas besoin de nous redire dans le film, donc le film nous paraît pas incohérent, nous paraît pas mal écrit, nous paraît bien structuré, etc. Donc, ouais, c'est très très compliqué. En fait, moi, c'est le problème que j'ai avec ce film, c'est que, pareil, c'est un de mes jeux préférés, et j'ai eu du mal à m'en détacher, et pourtant, encore une fois, je déteste ce truc de dire, ouais, il faut avoir joué au jeu, etc. Non, parce que moi, il y a un milliard de films que j'adore et qui sont tirés de livres et j'ai jamais lu les bouquins, quoi. Donc, je vais pas reprocher à d'autres gens de ne pas avoir fait le jeu et de regarder le film. Un film est fait pour, surtout 20 ans après, quoi. Bon, il y a eu le remake l'année dernière, mais pas tout le monde est obligé de jouer au jeu et beaucoup de gens ne vont pas y jouer. Le film ne vise pas le public, enfin, il vise des millions de spectateurs, donc c'est pas tous les joueurs. Loin de là. Je vais finir son avis et puis on va voir. Je vais terminer vraiment sur l'avis global que j'en ai. Et le pire, c'est que ça m'a refait ça ici. Ces bons aspects me donnent déjà envie de le revoir, ne serait-ce que pour offrir un visionnage dégagé de toute appréhension de la découverte. Pour mieux juger ce qu'il a apporté en tant que tel, mais aussi pour retrouver l'univers de Silent Hill à l'écran, car c'est toujours délectable. Donc voilà, il finit là-dessus. Donc moi, je vais finir aussi à un avis vraiment basique. Je le trouve foiré. Je pense pas le revoir. Mais je le trouve inutile. Quand t'as fait le jeu, je le trouve inutile. Je trouve qu'il y a des trucs indéfendables. Encore une fois, je reviens sur les costumes, etc. Les costumes, les perruques, l'acting, le casting, pour moi, je comprends pas. On parlait du 1 tout à l'heure, t'avais Radha Mitchell, t'avais, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui joue dans Walking Dead, qui fait la flic, et t'avais Sean Bean, quoi. Enfin, juste ça, quoi. C'est pas les plus grands acteurs du monde, mais c'est quelque chose... Ça avait quand même une autre gueule, quoi. C'est un film où je vais passer à autre chose et je vais l'oublier, quoi. Il sera rangé dans les méandres de ma mémoire. c'est un film qui transpire, encore une fois, comme le 1, la sincérité du réalisateur. On sent qu'il adore cet univers. Mais voilà, en fait, tout simplement, je préfère aller voir sur des films qui dérivent de ça, ou des films dont Silent Hill s'est inspiré. Bon, on connaît tous l'échelle de Jacob, mais il y a des films comme Fragile de Romé Balaguerro. Pour moi, c'est une adaptation de Silent Hill. C'est une variante. Et voilà, je préfère aller sur d'autres trucs comme ça, parce que bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que le jeu, à l'époque, c'est peut-être le premier jeu qui avait vraiment un récit comme ça, un truc vraiment très recherché, psychologique, etc. Mais en termes de cinéma, il n'y avait rien d'original, en fait. C'est-à-dire que des œuvres comme Silent Hill, en cinéma, il y en a eu des tonnes. Sur la psychologie, le post-trauma, etc. Il y en a eu plein. Mais dans le jeu, c'était la première fois que ça faisait, et ça collait aussi au gameplay, c'est-à-dire que tout était cohérent avec la façon de jouer, avec le level design qui se transformait, etc. Encore une fois, la signification des ennemis, des énigmes, même les décors, quand ils étaient bloqués à tel endroit, ça jouait. Enfin, voilà, dans le film, des fois, il va être bloqué par un mur, mais je sais pas pourquoi, alors que dans le jeu, ça a tout un sens, quoi, d'être bloqué par un mur, c'est-à-dire que ça va changer ta façon de jouer, et ça va changer le level design et le côté labyrinthique. Donc là, dans un film, tu le ressens pas vraiment. Je pense qu'on va revenir comme sur le premier, c'est-à-dire un film en substance beau, moins réussi dans la forme que le premier, mais assez creux quand t'as pas les phases de jeu qui se passent entre les cinématiques. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!